Il n'y avait pas de témoins officiels, seulement des murmures étouffés derrière les lourdes tentures de marbre. Dans le silence du palais impérial, Caligula ordonnait qu'on ferme les portes à double verrou. Ceux qui restaient à l'intérieur savaient qu'ils n'avaient plus le droit de respirer trop fort, de peur de devenir le prochain divertissement de l'empereur. Les chroniques romaines parlent d'un homme qui se prenait pour un dieu vivant, exigeant qu'on l'adore, non pas comme un dirigeant, mais comme une divinité capable de vie ou de mort sur un simple geste de la main. Mais ce qui se passait derrière ces portes défiait toute logique. Et si ce que vous pensiez savoir sur Caligula n'était que la surface d'un abîme beaucoup plus sombre? Lorsque Caligula monte sur le trône, Rome respire enfin après les dernières années sombres et méfiantes de Tibère. Mais ce souffle d'air nouveau se charge très vite d'un parfum étrange. L'héritier de Germanicus, que le peuple voyait comme le fils du héros invincible des légions, arrive avec un visage encore jeune, un sourire qui rassure et des promesses d'un règne de justice et de faste. Les foules acclament son nom, persuadées que le sang glorieux qui coule dans ses veines est celui qui redonnera à Rome sa grandeur flamboyante. Les vétérans des campagnes de Germanicus viennent en armes saluer le fils du général, le considérant presque comme un commandant par droit héréditaire. Mais sous cette façade de fils prodigue, quelque chose se met à grincer rapidement. À peine couronné, Caligula organise des spectacles sanglants d'une ampleur inédite, non pour honorer des victoires ou des dieux, mais pour le simple frisson de l'excès. Des batailles navales reconstituées sur des bassins inondés, du Circus Maximus, des bêtes sauvages venues des confins de l'Empire, lâchées dans l'arène pour déchiqueter des condamnés. À la table impériale, les banquets ressemblent à des campagnes militaires de démesure. On ne dresse pas un repas, on assiège l'estomac des convives avec des vagues ininterrompues de mets, et le vin coule si abondamment qu'il tapisse le marbre au sol. Ceux qui sont invités savent qu'ils assisteront moins à un festin qu'à un spectacle où chaque bouchée est un geste politique. Puis, soudain, les décisions de Caligula prennent un tournant plus déroutant encore. Il convoque ses généraux les plus aguerris, non pour parler de Germanie ou de parti, mais pour leur demander très sérieusement combien de navires, de vivres et d'hommes seraient nécessaires pour conquérir la Lune. Certains rient nerveusement, croyant à une plaisanterie. D'autres, plus lucides ou plus prudents, griffonnent déjà des calculs sur la quantité d'eau qu'il faudrait transporter dans des amphores pour un voyage au-delà des cieux. Dans ces moments, les sénateurs ne savent pas s'ils doivent craindre la folie ou admirer un art consommé de l'intimidation. Car si l'empereur songe à vaincre les astres, que peut-on lui refuser sur terre? Les légions, elles, continuent de saluer celui qui porte le nom de Germanicus, espérant qu'un jour ce nom les conduira à de vraies batailles et non à des campagnes imaginaires contre les dieux. Mais déjà, dans les couloirs, on murmure que l'héritier de sang et de feu est peut-être en train d'embraser Rome d'une flamme qu'aucune victoire ne viendra éteindre. Sous les voûtes d'or et de marbre du Palatin, la nuit n'était jamais noire. Elle luisait des reflets mouvants des lampes à huile, des éclats rouges des tentures de pourpre et du scintillement des bijoux qui ornaient les cous et les poignets des convives. Les esclaves, pieds nus sur le sol froid, glissaient comme des ombres entre les tables basses, portant des plats qui semblaient sortis d'un rêve déraisonnable. Langues de flamand rose encore fumantes, cervelles de paon cuites à point, poissons rares des mers lointaines servis dans des vasques de cristal. Ce n'était pas un festin, c'était une déclaration de guerre à la modération. Caligula, assis sur un trône bas recouvert de soie, observait ses invités avec le calme d'un maître de jeu qui sait que chaque mouvement est une pièce déplacée sur son échiquier invisible. Le vin, épais et sombre, coulait comme du sang dans les coupes. Les musiciens,
au visage impassible, faisait naître des harmonies lentes et lascives qui semblaient ralentir le temps. Puis, au milieu de cette opulence orchestrée, les limites se brouillaient. Sénateurs et gladiateurs, épouses patriciennes et esclaves de maison se retrouvaient mêlés dans des danses et des étreintes où la hiérarchie sociale fondait comme cire sous la flamme. Caligula ne se contentait pas de regarder. Parfois, d'un geste, il appelait l'épouse d'un sénateur, l'emmenait derrière un rideau lourd, puis revenait avec un sourire calculé pour décrire à voix haute, devant tout le Sénat, ce qu'il venait de faire. Chaque mot était un coup porté à l'orgueil de l'élite, chaque ricanement une sentence silencieuse. Il n'existait plus de dignité que celle qu'il voulait bien accorder. Dans cette Rome qui avait bâti son empire sur la discipline et l'ordre, il instaurait un autre régime, celui du désir comme arme et de la honte comme outil de contrôle. Ceux qui assistaient à ces nuits savaient qu'ils n'étaient pas simplement spectateurs. Ils étaient prisonniers d'une mise en scène où le moindre frisson, le moindre regard pouvaient être interprétés et retournés contre eux. Le palais, ces soirs-là, n'était plus le centre administratif de l'Empire. Il devenait un théâtre de domination où Caligula, metteur en scène absolu, écrivait une pièce dont chaque acte visait à briser un peu plus l'âme de ceux qui prétendaient encore partager son pouvoir. Le vent salé de la Manche fouettait les visages, soulevant les capes écarlates et faisant grincer les plaques de métal des cuirasses. Devant la mer grise et tumultueuse, les légions se tenaient en rang, casques baissés, les pieds enfoncés dans le sable humide. L'ordre venait de tomber, clair, sans tremblement dans la voix de l'empereur, frapper les vagues. Les glaives romains, forgés pour déchirer la chair et percer les boucliers, s'abattirent sur l'écume comme sur un ennemi invisible. Le fracas des lames, rencontrant l'eau, se mêlait au rugissement du ressac, et chaque soldat, dans un mélange d'incompréhension et d'obéissance absolue, frappait encore et encore, comme s'il s'agissait d'un rite dont ils ignoraient les mots, mais comprenaient la gravité. Caligula, campé sur une estrade improvisée, observait la scène avec l'œil satisfait d'un stratège qui orchestre une victoire symbolique. Puis, comme un prêtre, après un sacrifice, il ordonna la collecte du butin. Des coquillages, ramassés un à un, déposés dans des paniers comme autant de trophées, arrachés à Neptune lui-même. Certains centurions échangèrent des regards furtifs. Fallait-il y voir la preuve d'une folie qui dévorait déjà l'âme impériale, ou une démonstration méticuleuse de pouvoir absolu? Dans l'esprit de Caligula, ce geste était peut-être bien plus qu'une mascarade. C'était une proclamation adressée aux dieux et aux hommes, un signe qu'aucune force, terrestre ou divine, ne pourrait lui résister. Aux yeux des historiens modernes, cet épisode reste un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent jamais parfaitement. Était-ce une satire cruelle, un avertissement aux futurs ennemis, ou une tentative de sculpter sa légende dans la pierre du ridicule assumé? Ce jour-là, sur cette plage battue par les vents, Rome ne conquit pas la Bretagne, mais son empereur s'assura que même les vagues sauraient qui était leur maître. Pour certains analystes modernes, l'apparente démence de Caligula n'était pas un dérèglement soudain de l'esprit, mais un outil affûté, manié avec la précision d'un stratège formé aux arts les plus subtils du pouvoir. Dans un empire où l'ennemi pouvait surgir autant d'un champ de bataille que d'une salle du Sénat, l'imprévisibilité devenait une cuirasse invisible. En bouleversant les codes, en ridiculisant publiquement les sénateurs, il brisait les alliances avant même qu'elles n'aient le temps de se former. L'humiliation devenait un instrument de dissuasion politique. Un homme qui a été réduit au silence par le ridicule hésitera avant de lever la voix à nouveau.
Ses gestes absurdes, ses caprices spectaculaires, n'étaient peut-être que des manœuvres psychologiques destinées à maintenir chacun dans l'incertitude, incapable de deviner la prochaine décision impériale. Même ses excès charnels pouvaient s'inscrire dans cette logique. Séduire pour asservir, exposer pour neutraliser, enfermer ses victimes dans un secret qu'elles ne pouvaient avouer sans se détruire elles-mêmes. Mais ce type de stratégie repose sur une ligne de crête dangereuse. À force de jouer avec l'image du souverain insaisissable, on finit par se couper de toute lecture rationnelle de ses intentions. Ceux qui l'avaient craint commencèrent à le haïr, et ceux qui l'avaient admiré commencèrent à douter. Ses propres gardes, qui voyaient tout et entendaient tout, cessèrent de le percevoir comme un chef, guidé par un dessein supérieur, et commencèrent à l'identifier comme une menace imminente pour la stabilité de l'Empire. Car dans la mécanique du pouvoir, la peur est une arme puissante, mais instable. Elle protège tant qu'elle est dirigée vers l'extérieur, mais lorsqu'elle se retourne vers celui qui l'utilise, elle devient le moteur de sa chute. Le marbre du couloir résonnait encore des échos du spectacle que Caligula venait de quitter. Un mélange de musique et d'applaudissements lointains qui s'éteignaient comme la lumière derrière lui. Les flammes des torches fixées au mur projetaient des ombres mouvantes sur les mosaïques étincelantes, donnant aux silhouettes des gardes prétoriens une allure presque irréelle. Ils avançaient serrés autour de l'empereur, leurs visages fermés, leurs mains crispées sur le pommeau de leurs glaives, mais aucun mot n'était échangé. Caligula, dans sa toge brodée d'or, marchait avec la nonchalance arrogante de celui qui se croit invincible, ignorant que chaque pas le rapprochait de la fin. Puis, un léger changement dans le rythme. Une respiration plus lourde, un regard furtif échangé entre deux soldats. Cassius Chaerea, celui que l'empereur avait publiquement tourné en ridicule, ralentit d'un demi-pas, se place derrière lui et frappe. Le premier coup déchire l'air comme un éclair dans la nuit, suivi immédiatement d'une pluie de lames. Le corps impérial, que Rome avait appris à craindre comme un corps divin, s'effondre, éclaboussant de rouge vif les pierres polies du sol. Les torches vacillent sous le souffle précipité des meurtriers. Dans le silence brutal qui suit, seuls les pas précipités, de complices s'éloignant trahissent la hâte d'effacer les traces. Plus tard, dans ces appartements scellés, les coffres et les tables livrent un inventaire troublant. Des listes de noms soigneusement alignées, probablement destinés à la mort. Des cartes détaillant Alexandrie comme nouvelle capitale impériale. Et des rouleaux de parchemin couverts de codes que personne ne déchiffra jamais officiellement. Mais c'est un coffre lourd, fermé par 3 verrous, qui attire le plus l'attention. Aucun document d'époque ne mentionne son ouverture, et les rares témoins de son transfert au Sénat ont disparu des archives. Contenait-il des preuves d'alliances secrètes, des plans militaires inavouables, ou un testament politique capable de bouleverser l'Empire? Ce 24 janvier, la lame avait mis fin au règne de Caligula, mais elle avait peut-être aussi scellé un secret que l'histoire ne révélera jamais. Caligula demeure comme une énigme gravée dans le marbre de l'histoire, une silhouette qui oscille entre le masque du démon et celui du stratège. Ses gestes, tantôt absurdes, tantôt calculés, ont transformé l'Empire en une gigantesque scène où chaque citoyen, du plus humble esclave au plus puissant sénateur, jouait un rôle imposé par sa volonté. Il maniait la peur comme une arme invisible, le désir comme un piège, et l'excès comme un langage que lui seul maîtrisait. On pourrait croire à une soif insatiable de chaos, mais derrière l'éclat des orgies et l'ombre des complots se profilait peut-être un esprit
qui comprenait que l'irrationnel des armes, plus sûrement que le glaive. Ses ennemis le traitaient de fou, ses courtisans le louaient comme un dieu, et les siècles, eux, n'ont jamais su trancher. Car dans cette Rome, où la gloire et la décadence marchaient main dans la main, Caligula avait trouvé la faille. Un empereur pouvait être à la fois le bourreau et le poète, l'architecte et la ruine. Et si l'histoire hésite encore à le classer parmi les monstres ou les génies, c'est peut-être parce qu'elle sait que la ligne qui sépare la folie de la lucidité est aussi tranchante et incertaine qu'une lame prête à s'abattre.